Bienvenue dans notre exploration des savoir-faire anciens. Aujourd'hui, on plonge dans la fabrication traditionnelle des cordages, spécifiquement ceux en chanvre. On va s'appuyer sur un document technique assez détaillé et puis aussi quelques images, notamment du monde marin. Notre but, vraiment décortiquer l'ingéniosité technique qui se cache derrière cet artisanat ancestral. Alors, pour démarrer, parlons un peu des matériaux. Le document qu'on a, il oppose assez clairement deux familles. D'un côté, les fibres synthétiques, vous savez, légères, résistantes à l'eau, et de l'autre, les fibres naturelles, comme le chanvre dont on parle aujourd'hui. Le chanvre, lui, il est solide, c'est vrai, mais bon, il craint l'humidité. Par contre, sa prise en main est appréciée apparemment, par exemple en maçonnerie pour les gros diamètres. Oui, c'est tout à fait ça. Et cette sensibilité à l'humidité, ce côté putrescible, comme dit le document, c'est dû aux micro-organismes en fait, qui attaquent les fibres quand c'est humide. Ça, plus son poids, ça explique pourquoi on l'a abandonné en spéléo par exemple, au profit des cordes synthétiques, plus légères, plus fiables en milieu humide. Techniquement, il faut voir qu'une corde, elle est soit tressée, souvent les synthétiques, soit toronnée. Et ça, c'est le cas classique du chanvre. On assemble des fils en taurons, puis 3 ou 4 taurons ensemble pour faire la corde. Intéressant. Et juste un mot sur la plante elle-même, le chanvre, donc Cannabis sativa. On cultive ça pour la fibre, hein. Rien à voir avec le cannabis indica. Le document rappelle d'ailleurs que sa culture en France est très très encadrée. On n'autorise que les variétés avec quasiment pas de THC. Et Pline l'Ancien, déjà, il en parlait pour les cordes. Ok, alors venons-en au cœur du sujet, la technique. Comment on transforme cette plante en corde? Le document fait bien la distinction entre le chanvrier, celui qui cultive et prépare la fibre, et le cordier, l'artisan qui lui achète cette fibre et la transforme. C'est un savoir-faire, mais essentiel j'imagine, surtout pour la marine où la fiabilité était juste vitale. Concrètement, comment il s'y prenait cet artisan cordier? Ah, le processus est, oui, fascinant par sa précision, vraiment. Première grande étape, le roussage. L'idée, c'est de faire tremper les tiges. Ça permet à la fibre textile, la filasse, de se détacher plus facilement de la partie boisée, la chenève haute. D'accord, le trempage pour ramollir en gros. Et une fois que cette fibre est plus accessible, Alors là, intervient le teillage. On va broyer les tiges qui ont séché, souvent avec un outil spécifique, une broie, parfois appelée brigoune selon les régions. Le but, c'est de casser la partie en bois pour libérer mécaniquement la filasse. d'accord, donc on a la fibre, mais j'imagine qu'elle est encore assez brute à ce stade. Exactement, il faut l'affiner. Et ça, c'est le rôle du peignage. On passe la filasse sur un peigne spécial avec des dents très pointues pour démêler, bien aligner les fibres et enlever les dernières impuretés. C'est une sorte de cardage en fait. Et après ça, comment on passe de cette masse de fibres peignée à un fil continu? Eh bien, c'est l'étape du filage. Le plus souvent, on utilisait un rouet. Le cordier transforme la filasse en un fil continu. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il devait souvent filer en reculant, sur de très longues distances parfois. On parle d'une centaine de mètres dans certains ateliers pour garder le fil bien régulier. En 100 mètres en reculant. Incroyable, ça demande une maîtrise du geste, une coordination, et pour assembler ces fils en cordes solides. Alors là, c'est la dernière étape majeure, le câblage. D'abord, on prend plusieurs fils et on les torte ensemble sur eux-mêmes pour former ce qu'on appelle un tauron. Ensuite, on prend plusieurs taurons, classiquement 3 ou 4, et on les assemble en les tordant dans le sens inverse de la torsion des fils initiaux. C'est vraiment cette torsion inverse qui est la clé de la solidité. Ça bloque la structure, ça empêche la corde de se décommettre, de se défaire sous tension. Le document qu'on a décrit même une machine artisanale pour faire ça, le courdier, ça a l'air assez ingénieux comme système. Oui, c'est une belle pièce d'ingénierie artisanale. Le principe est malin. Il y a des crochets rotatifs, synchronisés entre une partie fixe, le châssis, et une partie mobile, le chariot. Et il y a aussi une pièce de guidage en bois, la maceta ou toupin. Elle assure que la torsion finale des torrents soit bien régulière. On tord d'abord les fils pour faire les torrons sur les crochets, puis on assemble ces torrons en faisant tourner le chariot qui applique la torsion inverse guidée par la maceta. C'est un travail d'équipe, hein. Il fallait au moins 3 personnes pour manœuvrer l'ensemble efficacement. Et un détail technique qui frappe, on perdait à peu près un tiers de la longueur initiale des fils pendant ce câblage. Un tiers, c'est énorme. Ça montre à quel point la matière première était précieuse et qu'il fallait maîtriser le processus. Exactement.
Chaque mètre de fil comptait. Et cette maîtrise technique, elle n'était pas seulement terrestre. On le voit bien, c'est en mer que ces cordes étaient mises à rude épreuve. Les images qu'on a sont assez parlantes. Absolument. Une des images détaille la complexité d'un gréement sur une voile aurique. On voit la multitude de cordages, chacun avec un nom, une fonction bien précise pour manœuvrer la voile. C'est un système très élaboré. Et l'autre image, elle montre une technique appelée le fourrage. C'est fascinant. On prend des bouts de vieux cordages usés et on les enroule très serrés autour des cordes neuves, là où elles risquent de frotter contre les voiles. Ah oui, pour les protéger de l'usure par frottement. C'est malin. Très malin. C'est un exemple parfait d'ingéniosité et aussi de recyclage à bord. La fameuse devise « Rien ne se perd à bord, tout se transforme ». C'est une forme de durabilité née de la nécessité, bien avant qu'on en parle comme aujourd'hui. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour moi, c'est vraiment cette ingéniosité technique, cette précision du geste, que ce soit pour transformer une simple plante en une corde fiable ou pour trouver des astuces comme le fourrage pour protéger le matériel dans des conditions difficiles. Oui, tout à fait. Et comprendre ces processus manuels, qui sont finalement assez complexes, avec des outils dédiés comme le courdier ou la maceta, ça nous donne une perspective, je trouve, assez précieuse sur nos technologies modernes. Il y a une vraie richesse à comprendre intimement ces métiers, cette relation aux matériaux naturels. Et ça ouvre sur une dernière réflexion peut-être. Le document évoque le chanvre comme une option écolo, malgré ses limites techniques par rapport au synthétique. Alors qu'on cherche aujourd'hui des solutions plus durables, comment est-ce que la science des matériaux pourrait peut-être s'inspirer, pas seulement des fibres naturelles elles-mêmes, mais aussi de ces techniques ancestrales de transformation, de protection pour innover, pour créer peut-être de nouvelles applications performantes et plus respectueuses de l'environnement? C'est une piste à creuser, non?